Mesdames, Messieurs, bonjour. La FQP, Association France Qualité et Performance, en région PACA, a le plaisir de vous présenter un nouveau webinaire dans le cadre de son programme Entraide. La session d'aujourd'hui a pour objectif de vous présenter ce qu'est le Lean, comment réussir sa mise en œuvre, et un retour d'expérience d'une PMI. Mais voyons maintenant qui sont les intervenants. Et nous avons aujourd'hui trois intervenants qui vont chacun prendre la parole, chacun son tour. Donc, nous allons commencer en fait sur ce sujet donc qui est sur le lean management dans une PME PMI. Nous avons qui vont être dans l'ordre d'intervention. En fait, Patrick Fouillol, ensuite Guillaume Durand, ensuite Marie-Aude Castel, chacun ingénieur ayant une grande expérience sur ce sujet. Et donc, je me propose de passer la parole à Patrick Fouillol. Bien, Guy, merci. On va, dans une première partie, donner des informations sur ce qu'est le Lean, pour qu'on se mette tous au même niveau. Et la définition, ce serait le management ajusté. Je vais dérouler toute la diapo parce que je ne veux pas le faire au fur et à mesure. Voilà. Donc, ça vient d'où? Vous n'êtes pas surpris, ça vient du Japon. Le terme a été inventé par deux chercheurs du MIT, mais le fond du fond, c'est l'expérience Toyota. Toyota qui a mis en place le Toyota Production System et qui, son président, et je fais une remarque, le président s'implique directement, nous donne une bonne définition, c'est de mesurer le temps entre le moment où le client passe une commande et le moment où il a réglé la facture parce que la prestation a été donnée et était positive. Donc, vous voyez que ce qui est important dans le Lean, c'est d'avoir des indicateurs simples, des indicateurs qui parlent. Donc, pour la suite, les objectifs du Lean Management. Alors, satisfaire le client en permanence. Certains disent même l'obsession du client. Optimiser la qualité, éliminer les gaspillages, on verra que c'est un point important. Réduire la durée des cycles de production, diminuer absolument les stocks, bien qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, vous avez vu que certaines entreprises ont payé un peu cher le fait d'avoir des stocks minimums. Donc, il faut moduler ce point-là. Augmenter la productivité et valoriser le personnel en l'associant concrètement au projet. Guillaume vous en dira plus sur ce sujet. Le personnel est un acteur majeur du Lean. Donc, je vous donnerai des tas d'exemples. Ils sont marqués ici. Ce que je voudrais vous dire, n'utilisez pas le Lean pour gagner 5%. N'utilisez pas le Lean pour gagner 7%. Le Lean est un outil qui donne des résultats spectaculaires. À partir du moment où vous voulez améliorer de 15%, 20% et plus, alors le Lean sera bien l'outil qu'il faut choisir. Voilà pour les objectifs. Alors, on va s'attacher au principe avant de rentrer dans dans la cuisine du Lean, parce que pour moi, les principes sont aussi importants, voire plus. Donc, en premier lieu, la valeur ajoutée au client. Si le client était dans l'entreprise, dans votre bureau, s'il vous regardait travailler, s'il regardait comment ça se passe, est-ce qu'il serait fier de vous? Est-ce qu'il serait prêt à payer ce qu'il voit? Donc, la valeur ajoutée client, l'engagement inconditionnel et permanent de la direction, pas avec une affiche sur un mur, mais avec une présence concrète sur le terrain tous les jours pour soutenir le projet. Une caractéristique, c'est le client qui dirige et qui tire les flux, juste à temps, Kanban. Les flux sont rendus visibles pour un management plus facile. Dans le Lean, il y a la notion de management visuel qui est extrêmement importante. Les gaspillages, on en a parlé, ils sont identifiés et éliminés. Tous les gaspillages,
c'est-à-dire la matière première, bien sûr, mais aussi l'énergie, mais aussi le temps, qui est une matière première. On va tout vérifier. Le personnel, je vous l'ai dit, on en parlera beaucoup, toujours, il est associé au projet. Et ce que l'on retrouve qui vient peut-être d'autres projets ou méthodes, c'est les faits qui sont enregistrés et l'analyse des données est privilégiée. Vous voyez que derrière tout ça, il y a un petit peu de statistique. La qualité est construite dans le produit et le processus. Elle est fabriquée dedans, elle n'est pas contrôlée a posteriori. Le fameux Jidoka hein, que les Japonais ont inventé et qui dit qu'on bloque un produit défectueux dès son apparition, il ne va pas à l'étape suivante parce que ça, à chaque fois, ça multiplie les coûts. On stabilise les processus, on diminue la variabilité et bien sûr, mais vous le retrouvez dans l'ISO 9001 par exemple, l'amélioration permanente fait partie du voyage, fait partie de l'aventure. Ensuite, les composants, processus et outils sont standardisés, là aussi, hein, pour optimiser. Et on va maintenant passer à comment faire. On a vu les principes, on a vu les définitions. Eh bien, je vous propose une méthode, ce n'est pas moi qui vous la propose, hein, elle est relativement robuste, c'est le DMAAC. Donc, le D, c'est définir, on met le projet sur les rails. Ensuite, le M, c'est mesurer, collecter des données pertinentes. On revient toujours aux faits. Ensuite, on va analyser ce qu'on a mesuré. Et là, c'est les études de données. Hein. On va trouver un petit peu de statistiques sans s'affoler. Ensuite, on va améliorer, c'est la phase, je dirais, la plus excitante du projet, parce que là, on va chercher des solutions, on va faire du brainstorming, et c'est quand même la partie la plus aimée et la plus attractive pour le personnel. Et puis ensuite, c'est bien tout ça, mais on va contrôler, c'est-à-dire capitaliser, maîtriser. Je fais une remarque désobligeante. La France, ça c'est mon avis, hein, vous n'êtes pas obligé de le partager, mais je l'ai vécu, a perdu 20 ans dans le domaine du management de la qualité par une mauvaise traduction d'un terme anglais. Le mot anglais ou américain, control, veut dire maîtriser. Et nous l'avons traduit par contrôle et on a pris la décision d'obtenir la qualité par des contrôles. Les contrôles sont souvent inutiles, ils coûtent toujours cher, ils n'apportent pas de valeur au produit. À chaque fois qu'on peut éliminer un contrôle, on a fait une très bonne action. Maintenant, on va dérouler, si vous voulez, un petit peu plus en détail chaque terme du définir hein, de ce fameux Lean. Et on l'a dit, hein, c'est mettre le projet sur les rails. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va choisir le sujet à traiter. On ne fait pas le lean dans l'ensemble d'une entreprise. Ça n'a pas de sens. On va commencer par un processus, on va commencer par un produit, par un service, et après on pourra étendre. Donc on choisit un sujet, on définit un objectif clair et ambitieux. Hein, je vous ai dit, on va parler de 15-20% minimum. Ça nous permet de définir qui va être autour de la table, parce qu'une fois qu'on connaît le processus, on va définir une équipe projet de volontaires, des gens qui connaissent le processus, qui ont envie d'avancer. On fait un planning, comme toujours, rien de miraculeux. Ensuite, on va formaliser le processus à étudier s'il n'est pas déjà formalisé, c'est-à-dire de quoi on parle. Et je réinsiste sur l'aspect visuel, l'aspect partagé. Alors, les outils, je fais une parenthèse sur les outils. Il existe environ, je vais dire à la louche, une trentaine d'outils qui sont relatifs au Lean, peut-être pas spécifiquement. On ne va pas se focaliser sur les outils. Comme disait Juran, quand on n'a qu'un marteau dans sa boîte à outils, tous les problèmes ont la forme d'un clou. Donc, on va choisir l'outil en fonction de ce que l'on fait et de ce que l'on a besoin. Mon expérience montre qu'à chaque étape, on aura besoin d'un outil ou deux outils, pas plus. Donc, pas de, si vous voulez, pas de stress inutile sur les outils.
qu'on ne connaît pas, on chemine doucement. Je vous en cite un. La formalisation participative du processus, si ce n'est déjà fait, c'est un bon outil parce qu'il se fait en groupe avec le personnel et qu'il est très visuel. Alors, à chaque fois, je vous donnerai un petit piège à éviter. Je vous en ai parlé. On va éviter d'oublier le client. Il faut qu'il soit présent dans nos têtes, dans les réunions, et que quelqu'un soit la voix du client. Donc, on a fait la première étape, tout va bien. Maintenant, on a besoin de données, on a besoin de faits objectifs, on a besoin de mesurer. Donc, dans cette étape, on va collecter les données qui existent, ou on va créer des données qui n'existent pas. Ça m'étonne qu'il n'y ait rien du tout, mais en général, on connaît les volumes de production, on connaît les rendements, on connaît les temps de cycle, on connaît déjà beaucoup de choses. Un des outils qui est utilisé, qui est très visuel, c'est le VSM, hein, la cartographie des flux de valeur. Donc, on va montrer le produit qui se déroule dans l'entreprise et on va visualiser de façon très, avec des pictogrammes le chemin du produit. On va observer le déroulement du processus. On a le droit de prendre des photos, on a le droit de prendre des vidéos pour voir comment ça se passe avec, bien sûr, l'accord du personnel. Les gaspillages vont être identifiés. Alors, on les identifie sur le graphique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Quand je parle de gaspillage, hein, je vous l'ai dit, c'est des matières premières, c'est de l'énergie, c'est du temps, c'est des outillages, il y a beaucoup de gaspillage, on appelle ça les grains de sable. Ensuite, on va voir si notre processus est stable. S'il est complètement fou, si un jour il donne 10% de rendement et le lendemain 90%, ce n'est pas possible. Il faut d'abord stabiliser le processus et comprendre les causes de la variabilité. Je vous en ai parlé. Alors, un outil possible, c'est identifier les gaspillages avec si vous voulez, des choses très visuelles sur le processus lui-même. On va faire descendre des éclairs de foudre qui montrent qu'à cet endroit-là, on a un gaspillage qui est important et qu'on perd du temps et qu'on perd des matières. Donc ça, c'est bien. Je reviens toujours. Le lean, c'est visuel. Alors, un piège à éviter, j'insiste lourdement, il faut associer les acteurs, tous les acteurs, hein, dans l'atelier pour poser des questions, pour recueillir leurs avis. Bien, on a fait mesurer. Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces mesures? On a accumulé des données, ben, on va les analyser et les données ne trompent pas, les faits ne trompent pas. La difficulté, c'est bien sûr de les mettre en musique et de les mettre en évidence. Il y a des outils très simples. Donc, on va visualiser les grains de sable, je vous l'ai dit, sous forme comment je veux dire, de traînées de foudre qui s'abattent sur votre processus de façon importante. Ensuite, on va rechercher les causes profondes des dysfonctionnements constatés. Je vous renvoie on a fait un webinaire là-dessus, aux méthodes de résolution de problèmes. Hein. On va identifier les pièges à temps et les goulots d'étranglement. Donc ça aussi, c'est presque un jeu, hein, c'est visuel. Et s'il le faut, je sais que ça fait peur, mais c'est des outils très simples. Hein. Utiliser des outils statistiques d'analyse et de visualisation des données. Vous avez un exemple ici avec le diagramme de Pareto et les cartes de contrôle. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme outil? Une méthode de résolution de problèmes. Qu'est-ce qu'il faut éviter? De se faire plaisir avec des outils extrêmement compliqués. Je vais vous en citer un. J'en connais pas un plus complexe, plus important. Il est important dans le design. C'est bien sûr les plans d'expérience. Vous ne serez pas amené à utiliser les plans d'expérience dans une PME, PMI pour optimiser un processus. S'il le fallait, pourquoi pas, mais je ne pense pas. Donc, analyser. Ensuite, améliorer, c'est là où on mange le gâteau au chocolat parce que tout le monde a des idées, tout le monde a envie de participer et on va rechercher des solutions. On va utiliser les méthodes de résolution de problèmes.
on va faire du brainstorming en groupe, on va visualiser ce qu'on souhaite, hein, puisqu'on a fait le schéma de l'existant, on va faire l'objectif, c'est-à-dire le processus, le voilà. On a enlevé 3 opérations, on en a regroupé 2, on a simplifié ce flux, etc. Donc, on est toujours dans le visuel. Les techniques de créativité, ben, on en a parlé, c'est le brainstorming. On va choisir des indicateurs pertinents pour savoir si les fameux 25% qu'on visait, où est-ce qu'on en est, hein, est-ce qu'on les a trouvés, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain et d'un seul coup. Donc le brainstorming, je vous l'ai dit, à utiliser dans tous les cas, vous l'utiliserez obligatoirement, celui-là. Et je vous l'ai dit aussi, il ne faut pas vouloir utiliser tous les outils du Lean. On arrive donc maintenant à la fin de ce voyage dans le DMAAC. La dernière étape, c'est maîtriser. J'ai gardé le terme contrôler parce que je n'ai pas le droit de l'enlever. Si je pouvais l'enlever, soyez tranquille, je l'enlèverai. Donc, on va maîtriser les étapes. Et dans cette partie finale, eh bien, on va capitaliser tout ce qu'on a fait en matière d'organisation, en matière de mode opératoire, en matière d'indicateurs. Et si vous avez un système de management de la qualité, donc le SMQ, en particulier ISO 9001, ben vous aurez toute la structure d'accueil, hein, pour ces points-là. On va surveiller des tableaux de bord visuels. On fera des revues de processus. On créera peut-être une Obeya Room, c'est-à-dire un endroit où tous les matins, on va prendre la température du processus en groupe. Ça dure 10 minutes. C'est une réunion debout. Et puis après, quand on a fait ça, eh bien, on va faire l'extension aux autres processus. Alors, quel est l'outil possible? Ben, c'est le référentiel ISO 9001. J'insiste dessus et on fera un webinaire spécifique là-dessus. Quels sont les pièges à éviter dans cette étape de contrôler? Eh bien, c'est une fois qu'on a gagné quand même quelque chose, c'est le moment de valoriser les acteurs. Il y a différentes façons de le faire et je vous fais confiance là-dessus. Je vais terminer sur un point qui fera une liaison avec le webinaire futur. L'ISO 9001 dans sa version 2015 est un excellent outil de socle, de fondation pour faire du solide. Vous avez vu la maison qualité Toyota, eh bien, le référentiel ISO 9001, à chacune des étapes que vous voyez ici, est-ce que l'ISO 9001 peut nous aider? On va vérifier que oui, vous voyez que à chaque étape, je ne vais pas vous lire tout parce que ce serait un peu fastidieux, à chaque étape, il y a un chapitre, il y a un sous-chapitre de l'ISO qui est particulièrement adapté à cette mise en place du livre. Bien, j'ai été un peu vite, je vous prie de m'en excuser, le temps est compté. Je vais passer la parole à Guillaume, qui va avoir des propos moins brutaux que les miens, moins péremptoires et moins techniques, et qui va vous dire, finalement, ne nous stressons pas, dans une PME, ça peut être quelque chose de beaucoup plus convivial. Guillaume, quand tu veux. Merci Patrick. Donc effectivement, maintenant qu'on a vu tout ça, vous vous demandez peut-être en tant que patron de PME ou manager, c'est bien beau, mais comment je fais concrètement? Alors notre premier conseil au travers de l'expérience qu'on a pu capitaliser avec la FQP, quand on est une PME et qu'on veut démarrer le Lean, la première chose déjà, c'est de se décomplexer, parce qu'on a tendance à associer le Lean aux grands groupes, au Japon, etc. Eh bien non, il faut se rappeler que le Lean, c'est avant tout une démarche de bon sens. Et que si vous êtes dans une logique d'implication du personnel, eh bien, on a tout pour démarrer. Donc, voilà, le conseil qu'on donne, c'est vraiment faites confiance au potentiel de votre personnel. Les solutions viendront du personnel. Ensuite, en tant que manager, en tant que patron, il y a un point qui vous incombe, qui est celui de l'implication managériale. Parce qu'il faut bien se rappeler que le Lean, ce n'est pas seulement des outils et des méthodes, c'est avant tout un état d'esprit et des comportements managériaux. Et c'est là que vous, en tant que patron ou manager, vous avez votre première responsabilité qui est celle d'abord donner l'exemple, bien sûr, et vous assurer que l'ensemble de votre organisation, donc l'ensemble de vos managers, appliquent les comportements. Alors, pour ça, il faut simplement se rappeler du processus de changement culturel.
Le changement culturel, ce n'est pas quelque chose qu'on décrète, ce serait trop facile. Dans le Lean, on sait que le changement culturel, c'est la conséquence des changements des comportements. Donc, en tant que manager, on doit s'assurer qu'on applique tous et toujours les comportements du manager Lean qu'on va voir tout à l'heure, hein, qui consiste à être sur le terrain, à faire des constats factuels, à impliquer le personnel, donner le droit à l'erreur, etc. Et en fait, quand on applique ces comportements de manière continue et répétée dans le temps, eh bien, votre personnel, peu à peu, va rentrer dans cette logique. Et à force de l'appliquer lui-même, eh bien, les attitudes vont évoluer. On va acquérir progressivement des nouveaux réflexes. Et c'est en conséquence de ça qu'avec le temps, on peut dire que la culture de l'entreprise évolue. Donc, en tant que patron, posez-vous d'abord les bonnes questions, c'est-à-dire faites une auto-évaluation, faites l'exercice de prendre du recul et d'analyser votre propre culture d'entreprise, votre culture de management, le vôtre d'abord en tant que patron, et puis ceux de vos différents managers. Voilà, par exemple, si on a une culture très directive, ben, on n'est pas en phase. Donc, il faut se poser ces bonnes questions. Et ensuite, quand on a conscience des écarts qui existent entre ce qu'il faudrait dans l'idéal et la réalité, ben, on peut bâtir un plan d'action et se mettre en route. Mais il faut commencer par se poser ces questions-là. Voilà. Ensuite, concrètement, par quoi démarrer? Parce que ça, c'est la question pragmatique. Souvent, on se demande comment commencer. Donc, Patrick vous l'a dit tout à l'heure, il faut avoir à l'esprit les besoins du client. Quand on parle client, on parle client, celui qui va utiliser le produit ou le service qu'on vend, donc celui qui paye pour la valeur qu'il attend, la valeur ajoutée. Mais il faut aussi penser, bien sûr, à vos clients internes, qui sont l'ensemble du personnel, voilà, des parties prenantes. Mais comme on est dans une logique de participation, il faut répondre aux besoins concrets, par exemple, d'aménagement de poste de travail. Faut identifier les irritants qui empêchent votre personnel de mener à bien sa mission et répondre à ça en les impliquant et leur demandant à eux, à votre avis, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les causes racines? On analyse. Et puis là, on a un projet finalement qui répond aux attentes de tout le monde. Et là, quand tout le monde a envie, parce que tout le monde voit son intérêt, eh bien, on est bien parti. Voilà, adapter les besoins faut adapter en fait, les outils et votre manière de faire à votre réalité. Donc, on ne va pas se focaliser sur un outil qu'on doit appliquer à la lettre. Ce qu'il faut vous poser comme question, c'est quel est le sens de l'outil. Le 5S, par exemple, le DMAIC, quel est le sens de l'outil? Mais sur la forme, à partir du moment où c'est visuel et où les opérateurs, les managers, l'ensemble du personnel peut s'approprier les outils, eh bien, voilà, il n'y a pas de fixation sur la forme et encore moins sur le vocabulaire. Donc, utilisez votre propre vocabulaire. Et voilà, donc là, finalement, on boucle la boucle en disant qu'il faut être effectivement intransigeant dans l'application des comportements managériaux. Donc, c'est ce que je disais au tout début. C'est le fait d'être factuel, de faire des constats, d'accepter le progrès aussi par l'erreur et d'avoir à l'esprit tous les principes que Patrick a décrits au début de la présentation. Donc, c'est vraiment le comportement des managers. Voilà, j'en ai fini pour ma part. Et maintenant, Marie-Aude va vous donner un exemple concret qui est complètement en phase avec ce qu'on vient de dire. Merci Guillaume, j'espère que vous m'entendez. Donc, je suis Marie-Aude Castel, donc je suis directrice de production chez Records France. Donc, rapidement, pour vous présenter notre société, nous sommes fabricants d'amortisseurs depuis plus de 65 ans sur Antibes. Nous sommes une PME de 120 salariés. Et pour la petite histoire, depuis toujours, nous avons une vraie culture dans cette société de l'amélioration continue, bien avant l'avènement de l'ISO. Voilà, c'est un petit peu une histoire conjoncturelle liée aussi à la concurrence de ce marché un petit peu particulier. Voilà. Donc, et par ailleurs, donc, nous avons développé le lean management vraiment au sens propre du terme depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Donc, comment on a déployé les projets Lean chez Records France?
Au tout début, on s'est retrouvé en disant bon, par quoi on commence, comme n'importe quelle société, on ne savait pas trop où aller. Donc, on a créé un petit peu une boîte à idées sur laquelle on avait répertorié un petit peu tous les gaspillages, les moudas, comme on dit. Donc, ça allait de la manutention inutile à la sécurité, en passant par la non-qualité, par la manutention, par le surstock aussi. Voilà. Donc, nous avons mis un ensemble de projets un petit peu qui étaient évidents, sans forcément passer par des calculs compliqués comme des VSM ou d'autres moyens de trouver des idées. On a essayé de chercher simple dans un premier temps. Une fois qu'on avait notre banque d'idées, il a fallu un petit peu choisir les projets prioritaires pour démarrer, en fait, pour donner un petit peu un élan à tout ça. Et nous sommes clairement allés dans un premier temps, nous avons fait un choix sans parler du client final, bien sûr, mais de déployer des projets dans des équipes qui n'avaient pas ou peu de résistance au changement, où on était sûr qu'on pouvait avoir une implication totale des opérateurs et de l'équipe complète, tout à fait, voilà, au sens global. On a choisi aussi des projets rapides à mettre en œuvre. Plus c'est rapide, plus les personnes voient à quel point c'est efficace et plus les autres personnes après disent « Ah bah oui, tiens, ça va être bien, j'aimerais bien finalement avoir un petit projet dans mon secteur aussi ». Et dans un premier temps, on a choisi des projets avec peu d'investissement ou pas, enfin pas ou peu d'investissement, où on savait qu'on allait pouvoir gagner quelque chose. Pour chaque projet, on a fixé une trame commune qui nous permet de suivre ce DMMAC, donc définir, mesurer, analyser et contrôler. Donc, c'est une fiche projet assez simple dans laquelle qu'on remplit au fur et à mesure du projet, au fur et à mesure, et qui nous permet d'avancer jusqu'à l'évaluation finale du projet pour vérifier que ça a servi à quelque chose, qu'il est efficace ou pas d'ailleurs. Mais voilà. Donc, dans notre fiche projet, on parle vraiment de tout, de la nature du problème, des indicateurs, des périmètres du projet, tout ce qui est un peu défini Patrick tout à l'heure. Donc, on va essayer de rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Et donc, je vais essayer de vous présenter deux projets distincts qu'on a mis en place, des projets qui ont été très rapides, assez faciles à mettre en œuvre et où on a eu un gain assez rapide en termes de résultats et de confort et d'implication du personnel. Donc, un petit premier projet dont je vais vous parler, c'est la mise en place d'un système Kanban. Là, nous sommes dans le secteur de l'emballage final de nos amortisseurs. Donc, on a toujours d'ailleurs des étuis qui servent à emballer les amortisseurs. Donc, on a un certain nombre de références. Et à l'époque, on avait énormément de stock, on faisait énormément de manutention et on passait des commandes c'était à la bonne franquette, dès que, tiens, commande-moi une palette, là j'en aimerais bien une autre. Donc on avait beaucoup trop de commandes, beaucoup de manutention et on tombait en rupture aussi. On tombait en rupture. Donc nous avons décidé de démarrer un petit projet. Tout d'abord, on a choisi des indicateurs très très simples à calculer tout en bornant notre projet. Donc, dans notre fiche projet, en termes d'indicateurs, on n'est vraiment pas allé dans le compliqué. On a tout simplement compté le nombre de commandes qu'on faisait par semaine, le nombre de palettes qu'on avait aujourd'hui par terre, donc 58 palettes, le nombre de places qu'on avait sur nos étagères. Donc, on avait 38 places sur les étagères et vous voyez 58 palettes et 58 palettes en stock, soit donc une vingtaine de palettes qui pouvaient potentiellement être au sol. Ce qui générait derrière beaucoup de manutention. On avait toujours besoin de la palette qui était au fond. Il fallait en déplacer 3 pour trouver la palette dont nous avons besoin. Donc, suite au relevé de ces indicateurs, nous avons un petit peu analysé tout ça. On a défini un peu des objectifs, soit de maîtriser les commandes, notre stock, de diminuer la manutention, puis aussi donc, de diminuer les risques liés à la manutention. Le périmètre du projet, on l'a clairement défini, c'est tout simplement le secteur qui s'appelle chez nous le secteur emballage. Voilà, donc pour bien savoir. Donc à partir de là, on a commencé à déterminer un plan d'action avec les membres d'équipe qui avaient été définis. Donc on fait un plan d'action tous ensemble, le brainstorming autour d'une table et on décide à partir de toutes les analyses qu'on a fait et après des discussions aussi avec les opérateurs de comment faire et quoi faire pour améliorer, pour avancer dans ce projet.
Donc, on définit des actions, on met systématiquement un pilote et les acteurs avec, bien sûr, des dates cibles dans notre plan d'action. Et on avance et on a notre pilote qui vérifie au quotidien l'avancement des tâches de chacun. Dans ce cas-là, le gros du projet a été de calculer des Kanban. Et donc, on arrive au résultat final après. Ça a été un projet très rapide, celui-là, après maximum une petite semaine de travail. On est arrivé à créer un tableau de Kanban que vous voyez là à l'écran. On a mis en place un système très simple. Donc là, on voit l'ensemble de nos emballages qui apparaissent sur ce tableau. Sur la droite, vous avez une photo avec des étiquettes qui sont aimantées, qui sont accrochées simplement aimantées sur les étagères au niveau des emplacements des étuis. Donc, quand la palette est finie, les opérateurs sont chargés de récupérer l'étiquette et de l'envoyer au service achat qui après la code sur son tableau. Et le service achat est en charge de déclencher les commandes en temps et en heure. Les calculs du Kanban n'ont pas été très compliqués à faire. Ce qui est important, c'est d'avoir comme données le nombre d'étuis qu'il y a sur une palette, notre consommation moyenne par jour et aussi principalement les délais de livraison du fournisseur. Donc tout ça, on met ça en place et l'objectif, c'est de ne jamais tomber en rupture, mais d'avoir le stock minimum pour ne pas avoir des palettes qui traînent. À partir de là, une fois qu'on a défini notre Kanban, une phase très importante que nous mettons systématiquement en place, c'est une grosse phase de formation avec les équipes. Des phases de formation, c'est très variable, ça peut se passer dans les ateliers, autour d'une table de réunion, on adapte en fonction des projets. Et de là, on découle des règles qu'on appelle dans notre jargon en interne des règles de Kanban. L'objectif, c'est d'afficher ces règles. Elles sont affichées dans tous les ateliers ou dans l'administratif en fonction des projets. Et ce sont des règles très simples, mais que chacun doit bien respecter. Alors, par exemple, pour les Kanban, c'est de ne pas… une des règles les plus importantes, c'est quand la case est vide, de ne surtout pas remettre une palette qui n'est pas de la même référence. On ne remplit pas les trous comme on veut. Une autre règle très importante, bien sûr, c'est de ne pas perdre des étiquettes, c'est que les étiquettes elles reviennent bien à leur place, et voilà, et de bien respecter le Kanban. Je vous laisserai lire quand vous recevrez le PowerPoint, mais c'était pour vous expliquer brièvement. Une fois qu'on a mis en place tout ce qu'on a décidé de mettre en place, systématiquement, on décide des nouveaux indicateurs à contrôler. Ces indicateurs sont tout le temps contrôlés par les opérateurs ou par les personnes dans les secteurs. Donc, on définit des indicateurs très simples à regarder. Généralement, alors ça dépend des projets. On définit si c'est des indicateurs à contrôler à la semaine, à la journée. Ça dépend des projets. Dans ce projet-là, on a décidé de regarder les indicateurs à la semaine. Et à la fin de chaque semaine, on fait, avec l'équipe projet, on fait systématiquement une petite réunion très, très courte, de 10 minutes maximum, et on regarde les problématiques qu'il y a pu y avoir. Et le fait de faire des réunions très rapidement permet tout de suite d'identifier si les actions que nous avons mises en place conviennent ou peuvent potentiellement être un peu améliorées, parce qu'on peut toujours avoir raté quelque chose. Voilà. Et ça peut nous permettre de modifier les actions et de mettre de nouvelles actions en place dès la semaine suivante. Et une fois qu'on se rend compte qu'au bout de 2-3 semaines, on a stabilisé l'ensemble, on procède à une évaluation finale pour vérifier que tout a bien fonctionné. Donc, dans le cadre de ce projet en particulier, là, vous voyez bien, on voit bien l'évolution. Avant le projet, on passait entre 5 et 8 commandes par semaine. Maintenant, c'est 2 maxi. Le nombre de palettes en stock était de 58. Aujourd'hui, c'est 36 maximum. On ne peut pas en mettre une de plus puisqu'on n'a plus de place dans les étagères. En termes de valorisation de stock, on a diminué de plus de 38% la valeur de notre stock. Et alors, en termes de manutention, là où avant, on effectuait plus de 2 heures, voire même des heures supplémentaires pour ranger les palettes, aujourd'hui, en moins de 30 minutes maximum, tout est rangé. Ça demande juste le temps, quand on est livré, de ranger les palettes dans leur place. Il y a toujours de la place et il n'y a pas de problème. En termes d'investissement pour ce projet, nous avons investi un tableau blanc, du ruban adhésif et quelques étiquettes plastifiées. Donc, ça n'a vraiment pas coûté cher. Un petit peu de temps, bien sûr, que nous avons tous passé pour ce projet. Mais ça s'est arrêté à ça.
et très vite, l'efficacité des personnes ne reviennent plus en arrière derrière. Un Kanban, il faut savoir que c'est quelque chose aussi qui vit beaucoup. Aujourd'hui, là, c'est un projet qui date maintenant et le tableau que vous avez vu en photo n'est pas le même qui était au départ. Un Kanban, ça évolue un petit peu d'année en année en fonction des volumes, en fonction des changements de série, en fonction de l'apparition d'un nouvel emballage. Donc, c'est quelque chose qu'on fait vivre, alors pas au quotidien, mais qu'on fait vivre régulièrement. Voilà. Aujourd'hui, d'ailleurs, dans tous nos systèmes Kanban qu'on a mis en place un petit peu de partout, c'est même les équipes de production qui viennent me voir pour me dire il faut faire évoluer le Kanban, là j'en ai trop, là j'en ai pas assez. Donc ils sont tellement contents de la façon dont ça marche que c'est même eux qui me font vivre le Kanban sans que je sois obligée de refaire des calculs tous les 6 mois. Voilà. Donc ça c'était pour le premier projet Kanban. Je vais maintenant vous parler d'un deuxième projet complètement différent où on a fait un petit peu de flux tiré au sein de production. Donc là, on est parti d'une problématique de départ. C'est souvent les mêmes d'ailleurs chez nous un petit peu. Trop de stock, trop de manutention. Là, c'était trop de stock une fois que les pièces avaient été fabriquées. Et on avait aussi un stock très désordonné, très compliqué à gérer qui arrivait chez notre client. Alors celle-là, pour le coup, c'était un client interne. Donc, dans ce secteur, il fabriquait des morceaux de tubes. Là, vous voyez une botte qui vole. On coupe des tubes et on livre ces morceaux de tubes chez un client en interne. Donc, qui crée beaucoup de désorganisation chez le client. À la base, pour la petite histoire, c'était une organisation historique qui avait été mise en place et qui était sur le papier une organisation assez logique qui dit quand j'amène une grosse botte comme vous voyez là sur la photo de 6 mètres de long d'une tonne, ben, une fois que je l'attaque, je la finis. Ça évite de la ramener, de faire de la manutention. Sauf que ça, c'était bien pour la manutention des bottes. En revanche, pour le stock qu'il y avait après et pour le client final, ça a créé énormément de soucis. Donc, nous avons démarré ce projet dans le but d'essayer de trouver un compromis. Alors, on a, comme tout à l'heure, pour les autres projets, hein, vous voyez ici, on a défini des nouveaux indicateurs. Encore une fois, c'est très, très simple. On a compté combien on avait de palettes au sol. Là, c'était 28. Combien on avait de palettes entamées et pas finies. Là, c'était 15. Et combien de jours sur notre OF on avait entamé. C'est-à-dire qu'on a un OF en général, c'est une dizaine de jours. Et au lieu de respecter et de travailler à la journée, il travaillait sur 7 jours ouverts. Ce qui était énorme et qui créait tout ce stock. Voilà, donc on a créé des nouveaux objectifs, donc de passer de 7 jours à 2 jours maximum, de diminuer énormément les palettes et surtout de répondre à une demande du client interne qui était d'arrêter de la manutention et de faciliter les opérations qu'il y avait chez le client. Comme tout à l'heure, on est passé par un plan d'action. Donc, on a défini bien sûr le périmètre du projet, les membres de l'équipe. Donc, il y a eu là beaucoup de Gemba dans ce projet où on a fait énormément de visualisation, bien regarder les temps pour aller voir, pour regarder tout comment se passait. Ce qui nous a permis d'établir un plan d'action. Voilà. Une fois qu'on a mis en place les plans d'action, on a mis en place des règles, comme à chaque fois. Ces règles-là que je vous montre, ça n'a pas été les premières règles définies pour ce projet. On s'y est repris à plusieurs fois. On avait décidé clairement au début de faire complètement opposition à l'organisation qu'il y avait avant. Donc, on est allé un petit peu trop dur et il a fallu après faire un petit peu un entre-deux pour arriver à faciliter et à trouver les bons compromis en termes de manutention, de perte de temps, de productivité. Voilà. Donc là, par rapport à cette botte, maintenant, ils n'ont plus le droit de finir la botte, sauf si elle est presque finie et que ça entame que la journée d'après. Après, sinon, on n'a plus le droit et la botte s'en va. Et la fin de la botte repart. Dans ce projet, alors, on a mélangé un petit peu plusieurs choses. On a fait un petit peu de 5S, c'est-à-dire que du coup, on leur a appris à ranger les palettes. Alors, en faisant beaucoup de visuels, on a mis tout simplement, on a tracé une ligne au sol spécifiant le nombre de palettes. Donc, ils ont le droit maintenant plus qu'à avoir 8 palettes, parce qu'en gros, c'est 4 palettes pour une journée.
Ils ont le droit d'avoir 8 palettes maximum au sol. Et on a créé des papiers de couleur pour bien visualiser les journées. Donc là, vous voyez du rose et du vert. Enfin, donc chaque journée est bien visualisée par une couleur, ce qui fait que les opérateurs savent juste avec le papier de couleur qu'ils ont sur quelle palette ils ont le droit d'aller ranger la caisse qui vient d'être finie. Avec, voilà. Donc, ils ont maintenant aussi des règles un petit peu, alors là, on va rejoindre un peu le 5S, ou avec vraiment des ordres de rangement de palettes et ils doivent respecter un certain ordre. En même temps, on a fait un petit peu de flux tiré. Voilà, donc en gros, il y a à peu près 2 opérateurs pour 3 machines. Donc, on a bien redispatché tout ce qui était transborder, bien réorganisé le secteur, ce qui fait que le stock doit être sur les transbordeurs. On n'a pas le droit de mettre des caisses par terre ou à côté. Donc, si le transborder est plein, il faut passer sur la machine d'à côté et aider le copain et après revenir. Et donc, tout se fait de manière très, très visuelle. Et ça se fait maintenant de manière très naturelle. Donc, comme pour chaque projet, on a fait un tableau d'indicateurs. Donc là, c'est un tableau que 2 personnes différentes devaient remplir. Alors là, au début, on a vraiment travaillé au quotidien. Pourquoi? Parce que c'était un projet qui demandait énormément de changements d'habitude à tout le service. Parce que vraiment, là, on leur demandait de plus travailler en flux poussé, de travailler en flux tiré. Donc, ça leur a demandé beaucoup de changements d'habitude, donc il fallait être très présent, bien derrière, regarder au quotidien, parce que on pense jamais à tout quand on met un projet. Donc il y a eu quelques petites évolutions au fur et à mesure des journées qui nous faisaient un petit peu, bon, non, là on va pas le faire comme ça, on va le faire comme ça, qui faisait un petit peu évoluer les règles que nous avions définies au départ. Voilà, donc au début, c'était vraiment un suivi au quotidien. Quand on a vu que le quotidien commençait à s'améliorer, que toute l'équipe commençait à bien prendre ses marques, on a espacé la lecture des indicateurs à la semaine. Et pareil, une fois qu'on a vu qu'au bout de quelques semaines, on était bien, on a validé tout ça avec l'évaluation finale. Et donc là, vous voyez qu'on est à plus 28 palettes au sol, mais plus que 8. Notre nombre de jours d'encours est passé de 7 jours à 2 jours. Et là, c'est un petit indicateur chez le client interne. On marque des corps. Donc, 2 personnes avant faisaient 3600 pièces. Aujourd'hui, elles font 4000 sans avoir tout ça en ayant gagné énormément de manutention, de prise de tête, d'énervement. Et maintenant, ça passe tout seul. En termes de manutention, il n'y a plus de manutention. C'est pas vrai qu'il n'y en a plus parce que voilà. Mais maintenant, on a gardé la manutention utile, donc juste de remplir les palettes. Et quand ça arrive chez le client final, il n'a pas à dépalettiser, il a ses caisses qui l'attendent, la palette arrive au pied de la machine et l'opérateur n'a plus qu'à se servir la caisse qui est en haut, c'est la première caisse qu'il doit utiliser. Donc, tout a été assez bien borné. Pour ce projet-là, en termes d'investissement, il n'y en a pas eu. D'investissement en termes d'achat, je veux dire. Voilà, on a juste déplacé quelques transborders et fait un traçage au sol. Voilà, et utiliser du papier de couleur. Donc, au lieu de faire du papier que blanc, on est passé à du papier de couleur. Donc, c'est vraiment pas un projet qui a coûté cher. Et aujourd'hui, les personnes sont complètement investies dans cette organisation. Voilà, donc là, je vous ai présenté 2 petits projets qu'on nous avons mis assez rapidement en place pour vous montrer que finalement, il faut pas, qu'on peut y arriver avec pas grand-chose et juste avec un fort engagement de la direction et une forte implication du personnel. Ça avance vite. Et aujourd'hui, dans notre entreprise, alors je ne vais pas vous dire que j'ai énormément forcément des demandes qui arrivent, c'est moins un projet, mais par contre, quand on arrive avec l'idée, attention, on va vous améliorer ça, aujourd'hui, il n'y a plus de frein au changement, ça avance très vite. Les seules difficultés qu'on peut avoir maintenant au quotidien, c'est de pas forcément bien penser à tout en avant du projet, donc c'est très important de bien borner le projet, d'essayer, avant de mettre en place des actions, d'avoir essayé de penser à tout, les avantages, les inconvénients, pour faire les bons compromis. Et puis, grâce au tableau d'indicateurs qu'on a à la fin, on fait évoluer très rapidement. C'est-à-dire qu'on met en place des règles. C'est peut-être pas forcément les meilleures règles. On les fait évoluer jusqu'à trouver les règles qui font qu'on peut avancer comme on veut, comme on l'a décidé. Voilà.
En termes des Kanban, c'est vraiment quelque chose qu'aujourd'hui on fait vivre au quotidien aussi, qui évolue tout le temps, et ça se fait assez naturellement maintenant, comme je vous dis. Ça vient directement de la production et qui réclame les évolutions des Kanban. Voilà, j'espère avoir été assez clair. Et puis, merci beaucoup, Mario. Bon, pardon. Merci beaucoup, Mario, pour ce témoignage et ce partage de pratiques. Donc, je reprends la parole pour les questions. Donc, il y en a quelques-unes qui me sont déjà parvenues. N'hésitez pas à transmettre les autres via le chat. On va déjà commencer. Je vais commencer par les questions directement orientées vers Mario. A-t-il été naturel pour les équipes d'adhérer à la notion de flux tiré et comment vous y êtes-vous prise pour aborder cette notion et que l'équipe y voit l'intérêt? Alors non, le flux tiré, c'était absolument pas naturel. Il n'y avait que du flux poussé avant. Donc clairement, au début, il a fallu passer par des équipes qui étaient assez motivées. J'avais fait une formation, enfin j'ai formé d'abord les responsables avec des jeux, avec un ensemble de choses pour que déjà eux comprennent l'intérêt du flux tiré. Et ensuite, on y allait vraiment par petite dose, c'est vraiment par petits projets pour qu'ils voient tous l'intérêt. Donc clairement, au début, on part avec des équipes qu'on connaît, qui savent, on sait que le changement, même s'ils vont dire « Ah oui, t'es sûr ?» bon, mais on sait qu'ils vont nous suivre et qu'ils vont s'impliquer. Et ça vient petit à petit. Ça vient petit à petit, et c'est d'où l'intérêt de vraiment la grosse implication de la direction et après des managers. Quand on est convaincu tout en haut, après petit à petit, ça redescend. Merci. Voilà, alors, une autre question qui doit se référer sans doute à un slide précis que je n'ai pas noté. Dans le cadre du projet Kanban, que veut dire un nombre de commandes par semaine qui diminue grâce aux lignes? Alors, en fait, juste pour comprendre comment on est organisé avant c'était le secteur emballage qui passait tout seul ses commandes au service achat. Alors, il disait, tiens, aujourd'hui, j'ai besoin de tel étui. Le lendemain, c'était, tiens, je suis là. Oh, vite, 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 dépêche-toi, je vais tomber en rupture. Je n'avais pas fait attention. Et on tombait en rupture. Là, l'intérêt du Kanban, c'est d'avoir clairement défini le nombre de palettes pour chaque référence dont nous avions besoin. Donc, il y a des références qu'on consomme beaucoup. Il nous faut 6 palettes en permanence. Des références où 2 palettes nous suffisent. Et l'objectif, en fait, c'est quand les palettes sont finies, on vient mettre des étiquettes sur le tableau. Tant que le tableau est dans le vert, le service achat n'a surtout pas à passer commande. Dans le orange, toujours pas. Ça commence juste à être un indicateur en disant « Attention, il va falloir commencer ». Et dès qu'il y a une étiquette qui est dans le rouge, on déclenche la commande. Mais le calcul est fait. Le calcul est fait qu'à partir du moment où l'étiquette elle arrive dans le rouge, on a le temps de passer la commande au fournisseur et de recevoir la livraison avant de tomber en rupture. C'est pour ça que c'est très important dans les Kanban, même si c'est des Kanban faits en interne d'ailleurs, il faut parfaitement connaître le nombre de pièces qu'il y a dans un contenant et le temps de réapprovisionnement. Est-ce que on réapprovisionne tous les heures? Est-ce qu'on réapprovisionne à la demi-journée? Est-ce qu'on réapprovisionne dans un mois? Voilà, donc c'est très important. Donc aujourd'hui, le service achat, comme maintenant il n'y a plus de panique et on est sûr qu'on ne tombera pas en rupture grâce à ce tableau Kanban, le service achat ne commande que quand on est dans le rouge. Quand il est dans le rouge, il déclenche la commande et on reçoit. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, grâce à ça, il n'y a plus de panique au sein des ateliers, il n'y a plus de rupture. Et passer 2 commandes par semaine, ça suffit. Alors oui, du coup, c'est des plus grosses commandes qu'avant, où avant, on pouvait commander que 1 ou 2 palettes. Là, on va commander plutôt 10 palettes à la fois. Mais ça ne fait qu'une seule gestion, qu'une seule commande, qu'un seul BL, et qu'une seule facture. D'où le gain derrière. Un gain administratif énorme. Merci bien. La question suivante me semble s'adresser à l'ensemble des intervenants. Donc, je ne sais pas s'il y en a un ou l'autre qui préférera répondre, mais je pense je propose de rester sur Mario pour son cas concret. Comment, dans une petite PME où tout le monde est dans l'opérationnel et le management non participatif, comment dégager du temps et impliquer dans cette démarche?
Donc, sauf si l'un d'entre vous a Oui. déjà une réponse plus directe. Mais... Je peux répondre. C'est vrai qu'on est souvent dans le jus, à toujours courir dans les PME, on fait tout. Moi, c'est vrai que je m'occupe de la production, de la maintenance, de la qualité du PE, on fait tout. Moi, maintenant, je me force plus, mais au début, oui, le fait de se forcer à se dégager du temps, on se dégage du temps au début pour gagner énormément de temps après. Donc, ce temps est très important. Et en fait, les brainstorming, il ne faut pas croire qu'on a passé des journées entières en réunion. Hein. En 1 heure, on fait énormément de choses. Donc, 1 heure par-ci, 1 heure par-là, on a le temps un petit peu de se le dégager. C'est pas moi qui ai tout fait. L'avantage, quand on met une équipe en place, c'est qu'on se partage le travail. Donc, oui, il y a un pilote, oui, il y a quelqu'un qui récupère les données, mais le travail n'est pas fait que par une personne. Je ne sais pas si vous avez fait attention, dans nos plans d'action, il y a 4-5 personnes qui interviennent. Donc, à partir du moment où on a donné le travail avec une date cible, après, c'est une relation de confiance, mais on distille un petit peu le travail. Et donc, le fait qu'il y ait du partage de travail fait que tout ne repose pas sur les épaules d'une seule personne. Et ensuite, clairement, avec la motivation des personnes, vous vous rendez compte que ça avance tout seul. Et puis, les personnes déploient le projet tout en arrivant à travailler tellement il y a de la motivation. C'est assez rigolo, hein, ça se fait tout seul et on ne perd pas, même dans un déploiement d'un projet, c'est très rare qu'on ait perdu de la productivité. Alors ça s'organise bien sûr, s'il y a des déménagements à faire, s'il y a des choses, ça s'organise, mais on perd très peu de temps finalement parce que les gens sont très motivés et très impliqués. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Je ne sais pas si Guillaume ou Patrick veulent dire un petit mot dessus. Non, rien à ajouter. Ça correspond aussi à mon expérience et très convaincant, très réaliste. C'est ta réalité. Donc, si je comprends bien, il faut diffuser la charge pour que ce ne soit pas une personne qui se retrouve avec tout sur le dos. Et contrairement à ce qu'on peut croire, cette charge totale ne perturbe pas le quotidien. Voilà. Alors, pas, ça sera un grand mot, mais en tout cas très peu et pas tant que ça. D'accord. Merci bien. Et alors, une autre question. Dans les deux exemples donc, que Mario a présentés sont naturellement relatifs à la production. Quid des autres domaines d'activité type service? Alors, Guillaume, sans doute, ou Mario, oui. Au même titre qu'on fait de la production, on fait aussi un peu ça s'appelle le Lean Office. Hein. Donc, on fait aussi du Lean dans le service administratif. De la même manière, il y a des gaspillages en administratif, alors trop de saisies, il y a beaucoup de choses, il y a des pertes de temps, donc de la même manière, on les identifie et on démarre des projets aussi dans l'administratif. Alors, l'administratif, c'est quand même, en tout cas, de notre côté, il y a énormément de projets liés à l'informatique pour améliorer des logiciels, pour améliorer des systèmes, mais il y a aussi beaucoup de projets sur des meilleures communications. Et voilà, dans l'administratif, on travaille beaucoup avec les post-it, des réunions post-it, soit au quotidien, soit hebdomadaires, pour faire avancer les choses. Donc, il existe plein de systèmes. Ce qui est important, en fait, dans le Lean, c'est de se dire, on va essayer d'éliminer nos gaspillages. Et un gaspillage, c'est tout ce que le client n'est pas prêt à payer. Donc c'est sûr, en production, c'est plus visuel. On va tout de suite parler de surstock, de manutention inutile. En administratif, c'est un peu plus compliqué de trouver les gaspillages, mais un gaspillage très courant en administratif, c'est je saisis, je ressaisis la même donnée une deuxième fois, je la ressaisis une quatrième fois. Ça, c'est quelque chose qui revient très souvent. Il y a une personne qui fait un travail, celle d'à côté fait quasiment le même, alors qu'on pourrait le faire autrement. Voilà, ou des manques de communication et refait le travail alors que ça a déjà été fait. Je vous donne des exemples pris complètement comme ça, de manière aléatoire, et chacun a ses problématiques en fonction de sa structure. Voilà. En fait, il faut rester simple finalement, hein, parce que tout ce que tu dis, Mario, ça fait aussi écho au webinaire qu'on avait fait sur le Lean dans les services. Et finalement, ce que tu nous expliques, c'est qu'on reste focalisé sur la notion de valeur ajoutée. On voit avec les gens dans les bureaux quels sont leurs problèmes, et ils savent très bien, en fait. Si on leur pose la question, ils savent très bien là où il y a des gaspillages.
Donc, à partir du moment où on est orienté client interne, valeur ajoutée, et où on implique le personnel dans ces questions simples, ça, dans les services comme dans la production, c'est la même logique. Tout à fait. Oui, je voudrais ajouter quelque chose. Dans l'industrie, depuis de nombreuses années, on a des méthodes d'amélioration. Souvenez-vous des temps élémentaires, du chronométrage. On a toujours cherché à optimiser parce qu'il y a une concurrence qui est sévère et il y avait beaucoup de choses qui se faisaient. La qualité a commencé avec les normes ISO plutôt dans l'industrie. Donc, le domaine des services, c'est un véritable Eldorado, c'est-à-dire qu'il y a des gains fabuleux et phénoménaux à faire parce qu'on ne s'est pas posé la question, parce qu'on était un peu en dehors de ça. Si vous utilisez la méthode, le simple fait de formaliser un processus de service, hein, je ne dis rien d'autre, on formalise l'existant et on regarde, on a tout de suite des pépites à exploiter. Aujourd'hui, le Lean est utilisé dans les hôpitaux. Hein, le circuit du patient, vous prenez tout simplement un patient qui rentre à l'hôpital et on va suivre son parcours jusqu'à ce qu'il ressorte de l'hôpital avec ses ordonnances, avec son dossier, avec le règlement des prestations. Et vous allez vous rendre compte qu'il fait 3 fois le tour de l'hôpital, qu'il perd du temps. Et là, il y a eu des progrès considérables. Donc je dis, si vous êtes dans le service, allez-y, parce que vous allez gagner beaucoup et parce que vous serez surpris des résultats. Je vous dis, c'est général ce que je vous dis, mais j'ai des exemples que j'ai vécus dans ce secteur. Je me permets aussi de témoigner là-dessus, c'est que de ma vision des choses dans le service, l'élément, parce que Mario nous a parlé évidemment beaucoup de matières visibles, et ou sur stock ou sous stock et autres, mais dans le service, c'est l'information. Soit en surstock, soit en sous-stock, soit pas là au bon endroit, au bon moment, à la bonne personne, soit qui doit être manipulé 3 fois. Donc, on trouve, selon moi, les mêmes problématiques, sauf que c'est sur de la data et de l'information, au lieu de la faire sur des éléments concrets. Est-ce que vous partagez cette vision? Exactement. Oui, tout à fait. Bien, merci donc déjà pour toutes ces questions. Je n'en vois pas d'autres, mais moi j'en avais gardé une un peu provocatrice. Nous sommes dans une situation industrielle un peu problématique grâce à ce qu'on appelle l'usine du monde qui est un petit peu malade. Et est-ce que la notion de réduire les flux, réduire les stocks, optimiser les flux, réduire les stocks et autres n'est pas arrivée au bout de son raisonnement dans cette situation? Non, parce que nous, dans notre politique, ça n'a jamais été d'arriver à un stock zéro. Le but, comme vous avez dit, quand je crée les Kanban, c'est de calculer par rapport au délai de livraison, par rapport à tout cet ensemble. Alors, c'est des choses qu'on fait complètement vivre en fonction de nos fournisseurs et de l'évolution, ça c'est sûr aujourd'hui. Mais alors aujourd'hui, encore plus qu'avant, on continue le Lean aujourd'hui, on continue à s'adapter en fonction des problématiques qui nous arrivent aujourd'hui sur la tête, qui n'étaient pas prévues. Et donc non, le flux tiré continue, mais moi, je ne suis jamais arrivée à un stock zéro. Oui, et d'ailleurs, le stock que nous décidons d'avoir. Donc aujourd'hui, nous, moi j'ai des traits rouges de partout dans l'usine. Les personnes, elles ont le droit de mettre du stock dans des carrés, mais pas plus. Mais même, donc on n'arrive pas, nous, on n'est jamais arrivé dans une philosophie comme Renault de plus avoir de tout de stock et d'attendre des fournisseurs. Donc le but étant de maîtriser ce stock, de ne pas tomber dans un surstock et de ne pas tomber dans un sous-stock pour ne plus arriver à produire. C'est toute la complexité de la chose sur laquelle on continue à travailler. Là, actuellement, je suis dans un projet Kanban et j'aurais étudié un petit peu tout ça. Mais ce n'est pas pour ça que ça ne continue pas. En fait, c'est le juste stock qu'on cherche à viser dans le Lean. Hein. Et quand des gens vous disent oui, le Lean, c'est arriver à un stock zéro, c'est faux. Ça fait partie des préjugés du Lean, comme beaucoup d'autres qu'on ne va pas citer ici, ce serait long. Mais voilà, la question est excellente et la réponse de Mario, c'est la bonne réponse, c'est ce qu'il faut faire et c'est ça le vrai Lean, c'est le juste stock. Eh bien, merci beaucoup pour vos réponses. Vous avez dit que le temps fait partie des ressources qu'il faut savoir gérer. Donc, nous allons essayer de l'appliquer aujourd'hui aussi. Et donc, je repasse la parole
à Jean-Jacques Bonneau, le pilote de ce projet Entraide, pour sa conclusion. Eh ben, merci à tous les intervenants. Très rapidement, une conclusion. J'espère que vous avez trouvé très, très concret tous ces exemples qui nous ont été donnés. Je les ai trouvés particulièrement parlants et intéressants pour nous incliner à nous intéresser de plus près au lean. À propos de la suite de nos opérations, vous pouvez demander, dans le cadre d'un questionnaire qui va vous être envoyé à la suite de ce webinaire, vous pouvez demander à recevoir l'enregistrement de ce web. Donc, n'hésitez pas à le faire dans le cadre de ce questionnaire. Ce questionnaire a pour but de vous demander vos appréciations pour que nous aussi, nous améliorons dans nos prochains webinaires. Dans le cadre de ce questionnaire, il va vous être proposé et demander notamment si vous êtes intéressé par le Lean et proposer, si vous êtes intéressé par le Lean, à éventuellement participer à une prochaine action d'accompagnement que l'AFQP PACA va organiser dans le premier semestre 2022. Donc, dans ce questionnaire, n'hésitez pas à vous déclarer intéressé si vous l'êtes par le Lean et éventuellement intéressé à recevoir notre prochain programme de déploiement et d'accompagnement du Lean dans les PME, PMI. Pour finir, le prochain web que nous allons organiser, auquel vous serez invités, a pour but de présenter la RSE. La RSE, un sujet qui est bien lui aussi dans l'air du temps et auquel nous vous convions à venir participer aux échanges. Le web a lieu le 19 novembre prochain. Prenez date, n'hésitez pas. Donc, merci à tous et bonne journée, bon appétit et à bientôt sur nos lignes, sur les lignes du programme Entraide PACA de la FQP PACA. Merci à vous, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.